vous me l'aviez demandé, je vais parler de la riposte à l'épidémie de Covid-19 et les quelques résultats obtenus, mais essentiellement les défis. Juste avant de parler de l'épidémie, rappeler qu'il y a déjà un mécanisme de riposte face au risque de pandémie en Tunisie. Nous avons 3 institutions qui travaillent sur la gestion des grandes épidémies bien avant cette épidémie. Nous avons le SHOC, c'est le Strategic Center for Health Operations, qui a été créé en 2009 pour gérer l'épidémie H1N1. Puis nous avons l'Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, qui est responsable de la gestion de toutes les épidémies. Il a géré plein d'épidémies, notamment le West Nile et toutes les épidémies de grippe. Et puis, nous avons tout le réseau des soins de santé de base. Et ces 3 institutions, ces 3 départements préparent le plan de riposte et de résilience aux maladies potentielles épidémiques en Tunisie, mais également des manuels de procédure. Et l'apparition du premier cas de l'épidémie en Chine, il y a eu mobilisation de ces 3 institutions pour préparer la riposte et le premier bulletin de la veille internationale est paru le 22 janvier 2020. En fait, les interventions de ces 3 institutions, c'est à l'apparition d'une épidémie quelque part dans le monde. Il y a la mise en place d'un organe de leadership et ça a été fait très rapidement après l'apparition de l'épidémie en Chine. Ensuite, il y a le renforcement des capacités de veille aux points d'entrée internationaux, donc le contrôle des frontières. Il y a le renforcement des systèmes d'alerte précoce, et ça c'est très important, c'est Early Warning and Response System qui a été mis rapidement. Il a été, mis en œuvre très rapidement. Il y a aussi un axe amélioration de la gestion en charge des cas et renforcement des capacités de laboratoire, l'amélioration de l'accès aux tests de diagnostic, de qualité et la rapidité d'obtention des résultats, aussi le renforcement des capacités de réponse rapide au niveau national, régional et local, et l'amélioration de la logistique, de l'approvisionnement, de la gestion des approvisionnements, et disposer des stocks stratégiques. Et Inès en parlait tout à l'heure. L'objectif de la riposte au 19, c'était de freiner la propagation du virus au sein de la population afin d'éviter les dépassements de la capacité de réponse du système de santé. Donc, les 5 early qu'on a mis en branle, c'est la détection précoce des cas, c'est la déclaration précoce des cas, confirmation avec le laboratoire. Donc, chaque fois qu'il y a l'apparition d'un cas, on le confirme, cas clinique visant sur les symptômes, on le confirme par l'examen biologique. Et il y a une investigation précoce autour du cas, c'est ce qu'on appelle aussi contact tracing, c'est-à-dire chercher autour des cas les contacts possibles qui auraient pu être contaminés. Il y a l'isolement précoce de tous les cas, le traitement et la prise en charge précoce. Donc, les mesures qu'il faut entreprendre très rapidement, c'est l'isolement de tous les cas positifs, la mise en quarantaine des risques et les mesures de confinement. En fait, les interventions dépendent de la période ou de la transmission et nous sommes passés par trois étapes. La transmission est essentiellement importée. C'était le premier cas qui est le 28 février et finalement qui a été déclaré le 2 mars. Donc, cette période a duré du 28 février au 28 mars. Donc, tous les cas étaient importés.
Alors, quelles étaient les interventions? C'est surtout déclaration, isolement, contact tracing, quarantaine volontaire et contrôle des frontières. On est passé, à partir du 10 mars, on est passé à une épidémie locale, mais limitée, c'est-à-dire des sources de contamination interne, des gens qui n'ont jamais été à l'étranger, qui sont contaminés et qui contaminent les autres. Cette période a duré du 10 au 10 avril. Donc, il y a eu une gradation dans les interventions, il y a eu fermeture des établissements scolaires, restriction des visites et des déplacements, des suspensions des transports en commun, restriction des grands rassemblements. Et puis, il y a eu le couvre-feu le 17 mars et le confinement le 22 mars. Et la troisième étape, la plus dangereuse, c'est la transmission communautaire. Alors, jusqu'à il y a quelques jours, on n'était pas tellement dans la transmission communautaire parce que la transmission communautaire est caractérisée par plusieurs foyers, un grand nombre de foyers, un grand nombre de cas non liés, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun rapport avec les autres, et puis beaucoup de clusters qui ne sont pas liés non plus. En général, aucune région n'est épargnée. Jusqu'à 2 ou 3 jours, on avait un gouvernorat ou deux qui n'avaient pas de cas, mais depuis quelque temps, tous les gouvernorats enregistrent des cas. En fait, les interventions, on a ajouté juste à côté de ce qu'on faisait pour l'étape locale limitée, on a ajouté l'isolement obligatoire. Alors, quels sont les résultats? Quelle est la situation? Bon, jusqu'à maintenant, on a dépisté autour de 15 332 cas. Les cas confirmés, nous avons 864, dont 88 soignants, avec la précision que l'essentiel des soignants n'a pas été contaminé dans les hôpitaux. Au contraire, c'est des soignants qui ont apporté le virus dans les hôpitaux. On a très peu de soignants contaminés dans les services hospitaliers. L'âge moyen des contaminés est 44 ans. C'est relativement jeune. Et puis, ce qui est intéressant, tout à l'heure, j'ai vu la caricature de Sibel Khams, il disait que l'homme voulait que sa femme sorte pour faire le marché. En fait, c'est une des rares maladies ou contaminations où le sexe ratio est égal à 1. Il y a autant de femmes que d'hommes qui sont contaminés. Et ce qui est intéressant, de mon point de vue, c'est que les femmes ne sortent pas beaucoup. C'est les hommes et les jeunes garçons qui ramènent le virus à la maison. Donc, les femmes, c'est essentiellement une contamination familiale. Donc, la contamination extérieure, c'est les hommes, et la contamination familiale, c'est les femmes. La transmission locale, 110%, et j'imagine que d'ici quelques temps, elle va être de 90%. Les hospitalisations, nous avons 129, dont 30% dans les services de réanimation. Donc, ce n'est pas beaucoup comme hospitalisation parce qu'on s'attendait à avoir un grand nombre d'hospitalisés et surtout dans les services de réanimation. Les guéris, c'est 43, donc on nous dit qu'il n'y a pas beaucoup de guéris, mais en fait, la définition de guérison, c'est 2 examens, 2 tests négatifs après à 24 heures d'intervalle et on s'est rendu compte qu'il y a des contacts de personnes qui sont positives, mais au deuxième examen revient négatif et on parle maintenant même de porteurs chroniques et ça complique vraiment les mesures de prévention. Les décès, nous avons 37 décès et avec 4,28% de décès. En fait, le taux de décès dépend du dénominateur. Le dénominateur, c'est le nombre de cas. Et on sait pertinemment que le nombre de cas, c'est comme l'iceberg. Plus on fait de dépistage, plus on découvre les parties qui étaient cachées. Donc, probablement, le nombre de cas est plus important. Donc, le taux de létalité, donc il s'agit de létalité et non pas de mortalité, le taux de létalité est probablement beaucoup plus faible. Oui, ici la courbe
l'évolution avec des phases plus ou moins, disons, des pentes plus ou moins raides, une petite, disons, baisse mais qui reprend. Donc, on est ces jours-ci dans une phase ascendante, mais la courbe, tout cette ligne, c'est les cas cumulés. Mais non, la ligne, c'est les cas cumulés, mais les histogrammes, c'est les nombres par jour. Donc, nous avons beaucoup de fluctuations et les fluctuations dépendent aussi du nombre de tests effectués. Bon, par exemple, hier, il n'y a eu que 2 cas. On est loin de la réalité, probablement. Et là, ce matin, on a trouvé l'explication. Le laboratoire de l'Institut Pasteur avait une panne, donc ils n'ont pas examiné des centaines de tests et de prélèvements. Donc, probablement aujourd'hui, ce soir, je n'ai pas suivi, on aura beaucoup plus de cas. Mais donc, cette évolution ne représente que les cas qui ont été dépistés. Et je pense que les cas réels sont plus importants. Et c'est pour cela qu'il faut rester très vigilant. Nous avons maintenant au départ, quand on a vu disons, la carte de la Tunisie, par exemple, je ne l'ai pas retrouvée pour le début mars, il y avait très peu de zones très foncées, rouge foncé. Donc, les rouges foncés, c'est vraiment une incidence supérieure à 100 000 habitants. Donc, c'est énorme. Vous avez maintenant des gouvernements, c'est vraiment des hotspots. On a commencé par la région du Grand Tunis, la Riana, mais maintenant aussi toute la région du Grand Tunis. Peut-être est moins touchée, mais elle est touchée. Mais les hotspots, c'est surtout le sud-est, c'est surtout Kibili. Et Kibili, c'est vraiment une transmission familiale. L'origine, c'est quelqu'un qui est rentré de France. Il ne se savait pas porteur de virus. Il a assisté à un mariage et depuis disons, il y a à partir de ce petit noyau, il y a eu élargissement et maintenant, on est autour de peut-être 79 à 80 et même plus dans le petit gouvernorat de Kibili. En plus, quand on calcule des incidences, par rapport au nombre d'habitants, c'est le gouvernorat le plus touché. Ensuite, nous avons le gouvernorat du Garcia, qui avait un seul cas, le premier cas qui est apparu et qui a été très, très bien, disons, localisé. Il y a eu un contact tracing très bien fait. Donc, on a pu arrêter la progression, mais il y a eu quelques départs de Jeb qui sont rentrés, et puis de Sousse. Donc, maintenant, nous avons des transmissions interrégionales. Ce qui est étonnant, que cette transmission interrégionale a été observée même pendant la période de confinement. Donc, il y a eu des déplacements pendant cette période. Pour terminer, je parle de quelques défis. C'est améliorer l'efficacité du dépistage. Et je saisis cette occasion pour beaucoup nous parlent de dépistage de masse. Ça veut dire quoi, dépistage de masse? Ce n'est pas un dépistage tout venant. On ne va pas aller dans les rues ou les grandes surfaces ou les marchés pour dire aux gens est-ce que vous voulez vous dépister? Non, le dépistage, c'est sûr qu'on va être. On va arriver bientôt à 1000 tests par jour. On est encore ciblé. Donc, c'est la période de tests ciblés. Ça veut dire quoi ciblé? Le cas, donc autour du cas, les contacts, les cas suspects, les cas probables. Maintenant, on va l'élargir au hotspot. Donc, c'est un test ciblé, mais élargi. La base ciblée doit être très élargie. J'ai entendu, on parle souvent de laisser les gens se faire tester, c'est leur droit. Or, le test, on est dans une phase de gestion d'une épidémie. Et l'objectif d'un test de dépistage, c'est dépister quelqu'un qui risque de contaminer les autres.
Donc, il faut, après le test, quand on a un cas positif, on prend toutes les mesures, isolement, quarantaine, et maintenant, le gouvernement a opté pour un isolement dans un endroit dédié. Donc, si quelqu'un va faire son propre test dans un laboratoire, il va savoir qu'il est positif ou négatif. Mais s'il est positif, quelle est la mesure qu'on va prendre s'il n'est pas, ne rentre pas dans un système de surveillance? Donc, l'essentiel le dépistage fait partie d'un système de surveillance. On est encore loin d'un dépistage pour savoir si on est porteur, on est positif ou pas, pour être vacciné ou pas. Donc, l'essentiel dans cette phase, c'est d'avoir un dépistage qui va servir pour des mesures, mettre en branle les mesures préventives. Et aussi, on gagnerait, pour le moment, le dépistage a été fait au départ par le SAMU dans les régions, et puis ça a été mieux organisé. Maintenant, c'est les directions régionales. Donc, on doit intégrer la première phase que nous avons les structures de première ligne un peu partout dans les régions, même dans les bourgs les plus reculés, nous avons les centres de santé, donc ils peuvent être mobilisés pour améliorer le dépistage des cas. Mais en fait, ce n'est pas une opération anodine, le dépistage, parce qu'il faut un prélèvement, une protection très sévère pour les prélèvements, un acheminement des prélèvements vers le centre, vers le laboratoire. Et tout à l'heure, Inès a parlé des différents laboratoires et le laboratoire mobile mis à la disposition de la région du sud-est par le ministère de la Défense joue un très grand rôle. Donc maintenant, pour rapprocher les dépistages des régions de l'intérieur, peut-être il faudrait ajouter un laboratoire pour le sud-ouest, et un laboratoire pour le centre-ouest et un laboratoire pour le nord-ouest. Parce que ce qui compte dans le dépistage, c'est la rapidité de l'examen, la rapidité de disposer de la réponse et surtout la mise en œuvre des mesures de prévention pour limiter la propagation du virus. Alors, un autre problème extrêmement important, depuis l'apparition de cette épidémie, beaucoup de malades qui ne sont pas porteurs du virus ne consultent plus. On a reporté toutes les interventions à froid et puis on a les centres de santé de base ne fonctionnent pratiquement plus, les consultations, la même chose. Il y a beaucoup d'hôpitaux d'enseignants, de soignants, chefs de service qui se plaignent, ils ne voient pas de malades. Il faut analyser quelles sont les raisons pour lesquelles les patients ne consultent pas. Ça peut être dû au confinement, mais pas seulement. Je pense qu'il y a eu un problème d'information, la peur aussi, les gens ont peur, les soignants ont peur, donc il y a eu un problème des attitudes et des comportements qui sont liés à l'information, au niveau d'information et au niveau des attitudes et des comportements, aussi bien des citoyens que de professionnels de la santé, c'est que peut-être qu'il n'y a pas eu une bonne communication. Et peut-être également, il n'y a pas eu une très bonne formation des professionnels de la santé. Je pense que c'est très important de faire des formations aussi bien sur les risques infectieux, mais surtout sur les aspects, sur les comportements, les attitudes, parce qu'on a vu dans certains hôpitaux, les malades suspects de Covid traités comme des pestiférés. Donc, c'est un aspect fondamental. Alors pour que les gens, parce que finalement, c'est très une bombe à retardement, le fait de ne pas prendre en charge tous les patients qui ne sont pas Covid, c'est-à-dire que Covid-, reporter les consultations, les interventions. Et si on reprend au même moment où nous avons ce grand pic de malades Covid plus dans la réanimation, nous allons avoir une grande surcharge au niveau des hôpitaux. Donc, il faut absolument qu'on reprenne les consultations, mais pas comme ça, pas
rapidement, il faut qu'il y ait des circuits séparés, la protection des professionnels, éventuellement des tests pour voir s'ils sont pour les professionnels qui vont reprendre les activités de routine. Pourquoi pas pour les consultants qui vont être hospitalisés. Donc, il faut que ce soit très bien préparé, mais tout de suite, il faut qu'on commence à préparer la reprise des consultations et des hospitalisations. Répondre aux besoins des professionnels de la santé, il faut de l'information. La formation, c'est très important, comme je l'ai dit. Il faut qu'ils disposent de tous les moyens de psychologiques qui sont inhérents à cette épidémie inhabituelle. Il y a aussi l'aspect matériel. Il y a eu beaucoup de problèmes qui sont liés à l'hébergement des médecins et des infirmiers qui font des gardes pour 4 ou 5 jours et qui ne peuvent pas rentrer chez eux matériel. Moi, je dirais aussi pour la garde des enfants, des professionnels qui travaillent toute la journée. Donc, c'est des fondamentaux qui vont faciliter le travail. Et puis, pour terminer, nous avons aussi un défi énorme, c'est le défi de la communication. Je pense qu'au niveau de la communication, aussi bien officielle qu'au niveau des réseaux sociaux, il y a eu beaucoup trop... la communication n'est pas à la hauteur de la situation et nous avons observé beaucoup de dérives au niveau des réseaux sociaux. Voilà, je vous remercie et si vous avez des questions, je suis là pour répondre à ces questions. Voilà.